Bienvenue dans ce premier épisode d'une toute nouvelle série intitulée Théorie et réalité, l'approche par compétences. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? De l'évaluation des compétences. Ah, l'évaluation des compétences. Un sujet quelque peu complexe, fastidieux, passionnant ? C'est non. Sûrement. Pourquoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui de l'évaluation des compétences, si c'est pas passionnant ? Parce qu'on nous demande de le faire. On va procéder de la manière suivante. On va d'abord amener des éléments théoriques, finalement comment on fait, et ensuite on parle de la réalité. Donc pour fixer très brièvement nos auditeurs, eh bien évaluer une compétence, ça va être deux choses. D'un côté, on évalue une action, et de l'autre côté, on va évaluer ce qu'on appelle une réflexion de l'action. Deux points nécessaires et essentiels. Donc, évaluer une action. Ça, on pourrait dire qu'on l'a déjà avec nos fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation. On va faire quelque chose aux étudiants. Ça, on peut l'évaluer. Alors, c'est pas forcément évident, mais on y viendra après. Et de l'autre côté, évaluer finalement la réflexion de l'action, ça sert en fait à évaluer la capacité d'un individu à se projeter et à évoluer dans les différentes situations professionnelles auxquelles il est confronté. Naviguer quelque part dans la complexité des différentes situations. C'est à travers cette capacité de projection et d'adaptation qui s'exprime chez nous en IUT, le portfolio, qu'on est capable de mesurer cette fameuse réflexion de l'action. Mais alors comment on fait finalement ? Si on est d'accord que évaluer une compétence, c'est évaluer une action plus une réflexion de l'action, qu'est-ce qui pose problème dans notre monde ? Les deux, l'évaluation de l'action et l'évaluation de la réflexion de l'action. Pourquoi ? Parce que même on peut penser que évaluer l'action, c'est simple. En fait, ça n'est pas tant que ça. Parce que, on va dire, de manière générale, j'ai l'impression qu'on évalue les compétences dans les situations d'apprentissage et d'évaluation au moyen de livrables, de documents qui sont rendus en fin de situation d'apprentissage et d'évaluation. Et ce livrable, comment il nous permet de nous assurer que l'étudiant a acquis la compétence. Il y a l'aspect réflexion de l'action, mais est-ce que vraiment il a été capable de faire l'action qu'on lui a demandé ? Oui, si je comprends bien, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il a effectué les tâches que vous lui demandiez ? Oui. Est-ce que vous examinez finalement un résultat final ? C'est ça. Alors, vas-y. Non, et j'ai juste l'impression qu'en fait, un livrable, ça ne peut pas suffire à évaluer rien que cette première partie qui paraît être la plus simple. Alors, la question que je me pose là, ce livrable, tu le distingues bien des comptes rendus de SAE qui sont demandés ? Non, pas forcément. En fait, je dis livrable parce que ça englobe toutes les formes de documents qu'on peut demander aux étudiants lors des SAE. Mais alors, ce qui me vient à l'esprit, j'ai une solution. Si ça suffit pas, pourquoi ne pas observer les étudiants en action et pouvoir les évaluer en action ? Noter leur comportement, les suivre. Oui, ça c'est une bonne idée et une bonne solution. Le problème est que lors de ces SAE, alors on peut avoir ou pas des heures de TD, soit des heures de TP, mais en très grande majorité des heures de projet tutoré, pendant lesquelles les étudiants sont censés être en autonomie et pendant lesquelles nous autres enseignants co-animateurs, co-responsables de ces SAE, on peut être aussi en enseignement ailleurs, donc pas disponible. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Non, mais c'est le problème, c'est que les programmes le programme veut que ces étudiants soient mis en situation d'autonomie la majeure partie du temps lors de ces SAE, mais concrètement, c'est compliqué et en effet, pour pouvoir évaluer vraiment s'ils sont capables de faire les actions, oui, il faudrait qu'on soit là
à chaque heure de projet tutoré, ce qui est clairement impossible en fait. Impossible parce que vous ne pouvez pas être physiquement à 2 endroits différents, et impossible parce que les heures de projet sont payées rien. Oui, en effet, pour ces 2 raisons-là, j'ai pas en tête exactement combien vaut une heure de projet tutoré, mais oui, c'est quasiment rien, je me souviens pas. Pour résumer, premier point, l'observation et surtout l'observation/évaluation formative des étudiants en action pose problème pour des questions de moyens, des questions de temps. Et qui dit temps, j'imagine, de financement, parce qu'on parle d'heures TD ou CM, qui seraient des heures d'accompagnement, où les enseignants seraient rémunérés pour ça. Ok. Donc là, on a évoqué une première grande difficulté qui est liée à l'évaluation des étudiants en action. La dimension évaluation de l'action. Ok. Et mais si je devais creuser un petit peu plus, si on devait les évaluer en action, ça voudrait dire finalement avoir un certain nombre de critères en tête qui pourraient se matérialiser par des grilles et être capable de faire ça pour chaque étudiant. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que chaque étudiant reçoive un accompagnement, un feedback, mais de la même manière, de manière équitable? Comment est-ce qu'un prof ou l'ensemble des équipes pédagogiques pourrait suivre chaque étudiant d'une promotion? Parce que si on prend l'exemple en but GMP, vous êtes combien en première année? Initiaux plus apprentis, 80, à peine moins. Donc ça voudrait dire arriver à suivre 80 étudiants durant... Alors, toutes les SAE ne concernent pas 100% des étudiants de première année. Certaines concernent uniquement les étudiants en formation initiale. Ça représente quand même 65 étudiants, 68, je ne sais plus. 65, on va dire. Donc, ok, imaginons 65 étudiants. Ça voudrait dire être capable de suivre 65 étudiants en train de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Et comment on fait? Sachant que, oui, on est plusieurs enseignants impliqués dans des SAE, c'est le principe. Mais bon, on n'est pas non plus 10 par SAE, évidemment que non. Je dirais qu'en moyenne, on est peut-être 3, ce qui est bien. Ouais. Avec des compétences en plus complémentaires, différentes. Donc non, ça vient. Enfin, je pense que les suivre au quotidien, on va dire, au cours de leur avancement, de leur démarche, de ces situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est impossible. Ouais. Par contre, peut-être l'unique solution que je vois, c'est l'évaluation orale, finale. Peu importe, ou si on a vraiment trop de temps, il pourrait y avoir des feedbacks justement de manière individuelle à certains temps cruciaux de la SAE. Mais à nouveau, le temps, on le trouve où là? Pour arriver à faire un entretien individuel, ne serait-ce qu'un seul en fin de SAE, un seul entretien avec chaque étudiant. Là, on pose des problèmes. On essaiera d'aller aux solutions après, peut-être dans un autre épisode. Tu as parlé de cette difficulté à évaluer et à suivre les étudiants individuellement, oui. Parce que quand on parle d'accompagner et d'évaluer, il faut être capable finalement d'observer un étudiant suffisamment longtemps pour voir ce qu'il fait, pour être en mesure de lui fournir un feedback et de l'accompagner, faire ce qu'on appelle de la rétroaction. Tiens, mais pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas autrement? Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Qu'est-ce qui change? Donc finalement, ça veut dire déployer du temps et de l'attention sur quelqu'un. Et quand tu le fais sur ce quelqu'un, tu ne peux pas le faire sur les 64 autres, si on reprend l'exemple. Donc, on a ce problème déjà au niveau de l'évaluation des SAE. OK. Maintenant, si on s'interroge à la partie l'évaluation de la réflexion de l'action, l'évaluation de cette démarche portfolio qui fait tant grincer les dents,
finalement, comment est-ce qu'on évalue? Quelles sont les problématiques pour évaluer cette réflexion? À nouveau, déjà, il faut du temps, puisque c'est la même chose en fait. De la même manière qu'on doit évaluer l'action, pour évaluer la réflexion de l'action, il faut le faire de manière individuelle pour chaque étudiant. Et il n'y a pas ce temps. Et surtout, vu qu'on ne raisonne plus en termes de connaissances, donc de matière / ressources, mais qu'on parle de différentes connaissances mobilisées dans une situation particulière, eh bien, il faut que quelque part, le jury qui va examiner cette réflexion de l'action puisse être compétent sur tous les pans, compétent ou en tout cas savant sur tous les pans disciplinaires qui sont abordés. Et c'était un peu les difficultés qu'on avait, c'est que finalement, ok, on peut avoir une personne qui s'occupe des oraux de portfolio, qui fait des soutenances, mais si cette personne-là, qui se débrouille dans l'accompagnement réflexif, entre guillemets, mais qui est incompétent ou ignorant en fait des domaines d'expertise liés aux formations, / la mécanique, / la télécommunication, / la cybersécurité, on fait comment? Il nous faut donc des spécialistes à côté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des heures en plus. Oui, ça veut dire des gens qu'il faut payer. Ouais. Donc il nous faut des regards croisés pour justement pousser l'étudiant dans sa réflexion, l'amener le plus loin possible, qu'on puisse mesurer, entre guillemets, pas objectivement, mais correctement, sa mobilisation de connaissances, sa résolution ou pas des problèmes, et sa capacité à faire ça pour plusieurs situations. Donc on a encore une fois un même problème, c'est qu'il nous faudrait du temps du temps, des heures, donc de l'argent pour mobiliser ces équipes. Oui, du temps, de l'argent et de la disponibilité des personnes, oui. Ouais. Eh bien, on pourrait ouvrir une question métaphysique. Pourquoi faire de l'approche par compétence si on n'a pas les moyens de faire de l'approche par compétence? L'approche par compétence, je pense vraiment c'est intéressant, il y a du bon. Mais le problème, c'est que on nous donne pas les moyens pour pouvoir le mettre en place correctement. Donc cette solution que tu avais envisagée pour évaluer le travail des étudiants en SAE, vu qu'on n'a pas le temps pour faire des soutenances individuelles, qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu voudrais essayer? Qu'est-ce que tu vas essayer? Ce que je vais essayer, c'est un test, un contrôle écrit sur table, classique, on va dire. Voilà. Je suis loin de penser que c'est la solution, la meilleure solution, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Bien sûr, il va falloir le réfléchir très précisément, ce test. Ça va pas se faire en 2 secondes, mais voilà, il faut voir. Tout n'est pas fixé encore, hein, c'est en réflexion. Est-ce qu'il y aura uniquement un test final? Est-ce que 100% de la note de cette SAE sera réalisée à l'aide de ce test final? Je sais pas, il y aura peut-être peut-être au moins un mini, pas compte rendu, mais voilà, un petit livrable en cours de route qui sera également évalué, à voir. Mais en tout cas, oui, on va tenter le test. Que la soutenance serait intéressante, d'autant plus qu'on a eu des exemples de personnes qui l'ont fait, qui ont fait des choses très intéressantes. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire que un face-à-face avec l'étudiant d'une durée suffisamment longue peut ne pas être la meilleure solution pour évaluer cette compétence? Pour moi, c'est la meilleure solution, évidemment. Ouais. C'est la solution idéale. Et là, je vais prendre parti. Et j'aurais tendance à penser que la meilleure solution, c'est une solution qui soit la plus viable, tant pour l'institution que les équipes pédagogiques et que l'étudiant. Oui. Oui, si on prend ce critère en compte, du coup,
ben, cette solution de l'oral n'est plus la meilleure solution, puisqu'elle est en pratique, dans la majorité des cas, impossible à mettre en œuvre. Mais, oui, alors là, je repensais à Vincent qui nous avait fait un super retour d'expérience. Salut Vincent. Sur son expérimentation de la suppression du rapport écrit du mémoire, mais parce qu'il avait des toutes petites promos en master. Oui, je me souviens très bien. C'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Avec en plus des face-à-face qui avaient une durée conséquente. 45 à 60 minutes. Ouais. Avec l'intervention en plus de professionnels. Bref, c'était bien. Ouais. Très bien. Mais notre difficulté, finalement, c'est d'arriver à faire ça. Si on veut faire ça, en fait, sur des promotions qui vont de 80 à 100, 200 étudiants, ben, actuellement, on n'a pas trouvé de solution, alors idéale, pas du tout, mais ne serait-ce que satisfaisante et viable. Ouais, satisfaisante pour tout le monde en plus, que ce soit les enseignants ou les étudiants d'ailleurs, hein, j'imagine. Ouais. Parce qu'ils se sont déjà plaints aussi. Hein. Moi, j'ai en tête certains étudiants qui se plaignaient des soutenances orales de SAE, mais parce que finalement, vu qu'on manque de temps, je pense qu'ils se plaignaient du fait que ça soit trop court, en fait, qu'ils puissent peut-être pas montrer réellement tout ce qu'ils ont pu faire et comprendre. Ça pose... le manque de temps peut s'expliquer de plusieurs manières, et donc oui, ne pas avoir suffisamment de temps pour dire ce que l'étudiant souhaite dire, c'est une chose. Mais ça suppose aussi qu'il soit nécessaire de l'entraîner, de l'accompagner, et que finalement, ce ne soit pas juste une soutenance qui arrive comme ça en fin d'année, mais ça veut dire qu'il faut aussi donner du temps, et donc des heures pour que l'étudiant se prépare, et qu'il puisse être accompagné par l'enseignant ou les équipes pédagogiques dans cette préparation. Et là, on arrive en fait à la pertinence des heures de TD en portfolio, mais aussi de certaines heures en PPP ou expression com. Parce que si justement il y a cette évaluation des compétences qui est fondamentale et qu'il faut des heures, ça veut dire peut-être orienter des heures de certaines matières qui existent déjà vers cette préparation. Ouais, peut-être. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais bon, je me dis aussi que, notamment pour le PPP, la com, etc., ils ont déjà aussi... Enfin, cette ressource a aussi son programme, avec, j'imagine, je ne suis jamais allée fouiller, mais tout un tas de choses à faire. Et bon, je pense que de toute façon, le problème est à peu près le même, que ce soit dans les ressources ou dans les SAE, c'est qu'on manque de temps. Oui. Et qu'en fait, là, si on devait en fait conclure amener une conclusion sur tout ce qu'on a dit, eh bien, on manquait déjà de temps pour évaluer des connaissances. Alors, on en manque encore plus pour évaluer des compétences, parce que une évaluation de compétences est beaucoup plus complexe. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a passé notre permis, on a un examinateur, ça dure 1 heure, il nous fait zigzaguer un peu partout, à tester plusieurs choses, il nous regarde, il nous observe, il nous pose des questions, il nous demande de nous justifier, il nous accompagne durant tout le long. Donc, si on voulait faire des choses, des évaluations avec ce niveau qualitatif, ça supposerait justement de pouvoir le faire avec tous les étudiants de nos promos. Et de la même manière pour éviter une rupture d'égalité. Évidemment, oui. Donc, une question métaphysique, ouais. Pourquoi en fait faire de l'approche par compétence dans un univers ou dans un environnement qui ne nous permet pas de le faire? Honnêtement, si vous nous écoutez encore après ces longues minutes de blabla, eh bien, on aimerait beaucoup avoir votre perception. Si vous faites partie d'une équipe pédagogique, si vous êtes étudiant et que vous vous intéressez au déroulé des formations universitaires, si vous êtes professionnel et que vous vous intéressez au développement et l'évaluation des compétences, on aimerait beaucoup avoir votre retour, en fait.
que vous nous expliquiez, oui, ou vous me partagiez votre vision, vos expériences, parce que pour l'instant, eh bien, on amène des constats problématiques. On n'a pas encore de solution miracle, mais il nous semblait important de communiquer déjà ces difficultés, puisque cette approche par compétence aide quand même quelques équipes en souffrance, non? Et peut-être aussi des étudiants. Peut-être, oui, oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, en l'état actuel des choses, eh bien, on n'a pas de solution. Je vois pas la solution. On n'a que des solutions, comment on dit Des systèmes D. Ouais. Des compromis. Des compromis, c'est ça. On trouve des compromis, on fait au mieux, mais c'est loin d'être satisfaisant. Morale de l'histoire, on n'ira pas sur la Lune avec une chaussure et un bout de ficelle. Nope.